13h04 sur Sud Radio, il est l'heure pour André Berkoff de recevoir Lisa Kamen-Yersig, professeure des écoles et auteur de ce nouveau livre, La Grande Garderie, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, La Grande Garderie, je vous rassure tout de suite, je vous inquiète tout de suite, c'est pas du tout un livre sur la garde à vue. Policier, pas du tout. C'est un livre sur l'école. Et l'école, les petits, les moins petits. Lisa Kamen-Yersig, vous êtes professeure, institutrice, je ne sais pas comment on dit, en CM2, on dit quoi en fait? Mais les enfants m'appellent soit madame, soit les tout petits, ils appellent leur maîtresse. Et moi, je trouve ça très joli, maîtresse d'école. Ah oui, c'est joli. Maître d'école ou maîtresse d'école, je trouve ça très bien. Donc moi je dis, quand j'avais ma petite émission sur une chaîne concurrente, je l'avais appelée Rendez-vous avec la maîtresse. Ah, c'est joli. Je trouvais ça joli. Et les gens croyaient que c'était une émission sadomaso. Pas du tout. C'est ça. Et puis ceux qui s'attendaient à ça étaient vite déçus, je pense. Alors parlons dans ce livre, c'est vrai. Eh bien, vous faites un bon travail, je dirais, j'allais dire de nettoyage au Karcher, mais ça rappelle de mauvais souvenirs. Mais vous parlez de tout, de ce qui se passe dans cette école. Et c'est vrai que depuis quelque temps, heureusement, quelques témoignages, courageux d'ailleurs, et le vôtre fait partie de ces témoignages, commence à dire qu'il y a même des choses, il y a quelque chose, je ne dirais pas de pourri au royaume du Danemark, en tout cas il y a quelque chose d'ébréché au royaume de l'éducation nationale, c'est le moins que l'on puisse dire, franchement. Et vous dites d'ailleurs, c'est le titre de votre livre, que je recommande, Comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants. Carrément, vous n'hésitez pas, sacrifie. C'est pas un petit mot et c'est pas un mot léger. D'abord, je voulais savoir, juste comme ça, qu'est-ce que le mot sacrifier pour vous, quand on dit sacrifier nos enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la place de les instruire, qui est la mission première de l'école, quand on envoie ses enfants à l'école, on s'attend à ce que l'école les instruise, et les enfants eux-mêmes, je le dis dans mon introduction, ne demandent que ça. À la place, on leur farcit le cerveau avec des théories plus ou moins politiques, plus ou moins idéologiques. On prend leur temps. Le temps, c'est précieux. Une vie comme ça, on en est sûr que d'une chose, c'est d'en avoir qu'une. Le temps est très précieux et on prend leur temps. On leur fait perdre du temps à leur apprendre des choses qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont pas utiles et qui ne sont pas de l'ordre de l'instruction. On parle énormément d'écologie, on parle énormément d'égalité entre les hommes et les femmes, on parle énormément de laïcité, on parle énormément de tout ce qu'on met dans un grand sac qu'on appelle les valeurs de la République, comme si les petits... et à ce moment, l'instruction ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas moi, je travaille dans une école primaire, on a les élèves 6 heures par jour. C'est déjà peu 6 heures, parce que, je sais pas, moi, faire un cours de grammaire, là, je travaille avec mes élèves sur les pronoms. Ça prend des heures et des heures de faire comprendre à un enfant que un pronom personnel, ça peut être objet, sujet, de faire de l'analyse grammaticale, de faire de la littérature, de leur enseigner, voilà, les grands écrivains de leur pays, l'histoire de leur pays, la géographie de leur pays. Ça demande énormément de temps. Moi, je serais ravie de leur enseigner l'informatique et de leur faire, je sais pas quoi, de l'éducation civique si j'avais beaucoup plus de temps, mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire en dehors de l'école. Et c'est pas au rôle de l'école les parents doivent pouvoir choisir la manière dont ils éduquent leurs enfants sur ces sujets-là. Ce que vous dites, c'est que l'école, c'est l'instruction, c'est pas l'éducation. Oui, alors, de fait... On fait de l'éducation de toute façon. Quand on exige d'un élève qu'il nous dise bonjour madame, qu'il remercie, qu'il soit respectueux. Voilà, on exige d'eux qu'ils soient respectueux avec le personnel de l'école, avec les autres enseignants, avec les camarades, comme on dit. Bon, ça c'est de l'éducation aussi. Mais ce que je déplore en fait, c'est que on ait remplacé la religion. Il y a une centaine d'années, on a extirpé la religion de l'école. Sans doute à juste titre, il n'y a pas de raison non plus qu'on oblige les enfants à croire en Dieu, mais on l'a extirpé pour y faire entrer d'autres religions. C'est ça, et surtout d'autres idéologies. Voilà. Et quelles idéologies? Alors justement, on va commencer à en parler, on va faire un peu l'inventaire, parce que dans votre livre, vous faites un sacré inventaire, et je dirais un inventaire qui quand même... quelquefois, je dirais, préoccupé, plus que ça, enfin, fait frissonner. Alors, on va commencer quand même, parce que vous avez, vos élèves ont quel âge, entre quel âge et quel âge? Alors, cette année, moi, j'ai des CM2, c'est-à-dire des élèves qui ont, pour les plus jeunes, 9 ans, pour les plus âgés, presque 11 ans. D'accord. En début d'année, voilà, ils ont 9-10 ans. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, quand même, depuis un an, nous avions un ministre de l'Éducation nationale, il n'est plus là maintenant, qui s'appelle Pape Ndiaye, et le cher Pape Ndiaye était attentif à une chose, d'abord, l'éducation sexuelle. Oui. Il fallait absolument enseigner, d'ailleurs, même aux 5, 6 ans, 7 ans, et pas seulement, à leur apprendre vraiment tout cela. Est-ce vraiment la priorité des priorités? Il me semble qu'il y a un âge
auxquels on peut enseigner aux enfants ce qui est nécessaire pour ne pas avoir une grossesse non désirée ou qu'une petite fille ne soit pas surprise d'avoir ses règles pour la première fois. Il me semble que ça c'est nécessaire. Mais un enfant de 5 ans, est-ce qu'un enfant de 5 ans doit entendre parler des règles de sa mère, ou est-ce qu'un enfant de 7 ans... Moi j'ai un fils qui en CM2 en rédaction, parce que moi je persiste à appeler ça la rédaction et pas l'expression écrite, a reçu comme sujet qu'est-ce que tu ferais si tu changeais de sexe. Il avait 8 ans, hein, il était en CM2, il est rentré un peu perturbé parce que le pauvre s'est senti châtré. Il m'a dit qu'il avait raté sa rédaction. Comme c'était un petit garçon qui parfois raconte un petit peu des bêtises, je l'ai vérifié auprès de la directrice, qui était aussi sa maîtresse, si c'était bien le bon sujet, si c'était bien ça qu'il avait reçu. Et oui, quand j'ai demandé quel était l'objectif pédagogique, on m'a expliqué que c'était pour lutter contre les stéréotypes de genre et pour favoriser l'empathie des garçons envers les filles. Il me semble que le meilleur moyen de faire que les hommes respectent les femmes, c'est d'instruire les femmes comme les hommes, de leur donner le même bagage intellectuel, de leur offrir la même instruction. Et c'est surtout pas de demander aux hommes d'être par principe empathiques. Ça ne se décrète pas, l'empathie. Voilà, c'est quelque chose qui se gagne, c'est comme la confiance. Enfin. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que à 8 ans, on dirait voilà les stéréotypes de genre. On leur apprend les stéréotypes de genre. Oui, puis alors surtout, moi j'ai un petit garçon qui est pas du tout victime de ce genre de choses. Il est très respectueux avec les petites filles, il adore les petites filles. Il est très respectueux avec les petites filles, il est très respectueux avec moi, avec sa maman, je l'ai jamais surpris en flagrant délit de misogynie ou de machisme ou je ne sais quoi. Donc en fait, on présuppose d'un enfant de 8 ans, parce qu'il est un garçon, que forcément il faut le redresser déjà. Mais oui, c'est ça. Il sera de toute façon... Et puis en plus, il est blanc. Ah, il est blanc, il est même très blond. Donc oui, c'est grave. C'est-à-dire qu'il va être oppresseur, raciste. Il est du mauvais côté, le pauvre. Ouais. Pour l'instant, il a moins de 50 ans, puisqu'aujourd'hui, il a 10 ans. Mais ça va aller vite. Hein. Non, mais alors, ça présuppose, justement, vous en parliez, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est quoi? C'est une idéologie, à la fois le genre, le woke, l'histoire. Vous parlez de l'histoire, vous parlez de la littérature, vous parlez de tout ça, on voit très bien. Et on a l'impression que ça marche sur la même chose. Il faut que les gens, mais presque dès le berceau, soient quoi, conditionnés, quelque part empaquetés, formatés. C'est quoi? Oui, il y a une idéologie, on va dire, pour la faire courte, de gauche, qui s'est emparée du corps enseignant, je dirais, dans les années 70. En plus, la gauche n'était pas comme ça il y a 40 ans. Alors, moi, il y a 40 ans, j'avais 8 ans, donc je n'ai pas tellement de points de comparaison. Mais ce que je vois moi, j'enseigne depuis une vingtaine d'années. Et j'allais dire, sont victimes de cette idéologie, pas seulement les enseignants des écoles publiques. Moi, je travaille dans le privé sous contrat, qui est devenu une sorte de public bis. On a la même chose parce que maintenant, tout ça est contenu dans des programmes. Dans les programmes. Et les programmes sont, sans être... on a une liberté pédagogique dans les méthodes d'enseignement, mais pas dans l'application des programmes. On est supposé les appliquer. Donc, quand toute cette idéologie, on va dire gauchiste, encore une fois, pour résumer, parce que c'est un peu court, mais a infesté d'abord le corps enseignant, les inspecteurs, les pédagogistes, comme on dit aujourd'hui, les Philippe Mérieux, Foucambert, enfin des tas de gens comme ça qui sont, pour certains, encore à la manœuvre. Quand tout ça infeste les programmes, il n'y a plus de critique, puisque les programmes, en fait, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et comme vous savez, en France, ce qui vient d'en haut, ce qui vient de l'État, c'est très respecté, parce qu'on a un pays dans lequel on aime beaucoup l'État, que l'État intervienne, que l'État s'occupe de nous, que l'État fasse la nounou. Saint-Jacobin, priez pour nous. Exactement. Alors, il se trouve que j'ai une deuxième nationalité. Je suis suissesse, par ailleurs. Et que dans mon deuxième pays, il y a un autre principe qui est le principe de subsidiarité. Donc, par exemple, en Suisse, il n'y a pas de ministre de l'Éducation nationale, il n'y a pas de programme. Il y a des programmes qui sont très légers. Et en fait, les cantons... Non, c'est cantonal. Il y a ce qu'on appelle des directeurs de l'instruction publique. Alors déjà, ça ne s'appelle pas l'éducation nationale, ça s'appelle l'instruction publique. Les directeurs de l'instruction publique sont des directeurs cantonaux. Et évidemment, on adapte l'enseignement en fonction de la langue que les enfants parlent, déjà, puisqu'il y a 4 langues en Suisse. Et des objectifs de chaque canton, aussi bien sur un plan scolaire que sur le plan de l'apprentissage, puisque en Suisse l'obligation scolaire est beaucoup plus courte. On va à l'école ça dépend des cantons, mais on va dire de 5-6 ans à 14 ans. Et ensuite, on peut entreprendre un apprentissage, ce qui n'empêche pas de revenir vers des études supérieures. Voilà, en France, il y a aussi ce dogme-là, c'est-à-dire l'éducation nationale a d'autant plus de poids
et de pouvoir que les enfants sont extraits de leur famille à 3 ans. L'obligation scolaire, aujourd'hui, elle court à partir de 3 ans depuis 2019, avec une quasi-interdiction de l'instruction en famille, puisque le régime qui était autrefois... Est-ce qu'elle est interdite? Oui, pratiquement, Alors, oui. En fait, en pratique, parce que autrefois, le régime était un régime de déclaration. Vous appeliez le rectorat, vous disiez, voilà, je veux garder mon enfant à la maison, je voudrais l'instruire seul. Et c'était une déclaration, et il y avait des inspecteurs qui venaient voir si vous faisiez ça correctement. Ce qui semble logique aussi, qu'on ne laisse pas les enfants en déshérence dans des familles qui ne s'occupent pas d'eux. Parce que l'instruction est un devoir envers les enfants. C'est un devoir constitutionnel. Un droit et un devoir, et c'est même dans les conventions internationales. Aujourd'hui, ce régime de déclaration est passé à un régime d'autorisation. Donc il faut faire des demandes à plusieurs institutions, notamment le rectorat, mais aussi, je crois, la mairie, et expliquer pourquoi on veut instruire son enfant en famille. Alors il y a quatre motifs. Alors, si l'enfant est harcelé à l'école, etc. Mais en fait, c'est très compliqué. Et ce qui se passe, c'est que ça devient politique. C'est-à-dire que d'un département à l'autre, puisqu'il y a beaucoup de recours devant des tribunaux, d'un département à l'autre, il y a des départements qui donnent 100% d'autorisation et des départements qui donnent 100% d'interdiction. Toujours est-il que, effectivement, la plupart des gens, ils obéissent à la directive des 3 ans, d'y aller. Et on va parler de justement ce qui se passe dans cette école. On va en parler juste après une petite pause et on va rentrer dans le vif du sujet. On va poursuivre de tout ce qui se passe à l'école avec Lisa Cameniersig, professeure des écoles et auteur de ce livre, La Grande Garderie. Et puis vous aussi au 0826 300 300. Tu n'es pas le seul, hein. Lise Herzig, Cameniersig, et dans tous ses états, Lisa Cameniersig, parce que c'est vrai que ce qui se passe à l'école, on le sait déjà, mais là, il y a un très bon inventaire dans votre livre, que ce soit de l'histoire, des trous dans la raquette de l'histoire, que ce soit le numérique, que ce soit évidemment l'éducation sexuelle, on pourra en parler pendant des heures, l'écriture inclusive, évidemment l'écriture inclusive, l'écologie, la hiérarchie, comment se comporte la hiérarchie, les directeurs, etc., etc., les inspecteurs, vous parlez de l'inspectrice, c'est très intéressant aussi, on va en parler. Voilà, tout ça. Et puis j'ai adoré ce titre, calme et attentif comme une grenouille. C'est une instruction, ça, presque, non? C'est l'invasion de l'école par les méthodes de coaching, on va dire en français, de développement personnel, qui ont été d'abord pensées pour les entreprises. Alors déjà, moi, dans les entreprises, j'ai travaillé en entreprise avant d'être enseignante. Déjà, quand j'étais en entreprise, j'étais pas très conquise par ces méthodes-là, mais quand ça envahit l'école, ça pose vraiment des questions d'éthique, parce que il y a des inspirations là-dedans qui sont d'ordre... alors, il y a beaucoup de marketing, il y a des inspirations qui sont d'ordre bouddhiste, alors que je sache, nous ne sommes pas... J'ai rien contre les bouddhistes, hein, attention, mais nous ne sommes pas un pays bouddhiste. Et effectivement, alors on fait faire dans beaucoup d'écoles maintenant, alors ça a commencé au Canada, hein, cette histoire, mais ça commence à envahir la France, on fait faire de la méditation en pleine conscience. Là, j'ai vu dans les rayons... De quel âge, ça? Tous les âges, et plus, plus qu'ils sont petits, ils sont très dociles, alors c'est facile. Puis eux, ils trouvent ça rigolo, alors ils s'assoient en Bouddha, mais on leur demande quelle est la couleur de tes émotions ce matin, fais-moi un check, est-ce que tu veux faire un massage ou te faire un automassage? Mais c'est du temps. Moi, je sais pas, pour apprendre à lire, à écrire, il faut des heures, il faut insister, il faut prendre son temps, il y a une progression, etc. Quand on perd 1 heure par jour à faire des massages et des automassages aux élèves, alors voilà, il y a une... Mais c'est obligatoire, ça? Je veux dire. Non, c'est pas obligatoire, Dieu merci, mais c'est très à la mode, on va dire. Et il y a alors ce qui va devenir obligatoire, puisque Monsieur Attal a dit qu'il allait mettre ça dans le socle commun de connaissances, qui est le socle, ce qu'on appelle des fondamentaux. Ouais. Ce qui va devenir obligatoire, c'est l'empathie à l'école, l'empathie et les compétences comment il appelle ça, socio-cognitives. Alors moi, je suis très curieuse de savoir ce qu'on va mettre là-dedans, quel gros gloubi-boulga on va nous faire avec tout ça. Mais l'empathie obligatoire, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas avec des cours d'empathie qu'on va rendre les enfants empathiques. La bienveillance. Alors je voudrais aborder un autre, mais tout est lié bien sûr. Vous parlez de quelqu'un, Génie Bigot, qui a écrit Rééducation nationale et qui a... Ah oui, non, c'est Patrice Jean l'auteur.
pardon, c'est un des personnages. Oui, voilà, ouais, je confonds. Oui, peu importe. C'est Patrice Jean, voilà. Formidable. Et alors, c'est formidable parce qu'il raconte dans le roman, elle avoue sa honte quand elle confie sa honte quand elle doit avouer qu'elle enseigne au lycée André Malraux. Et elle dit ceci, je vous lis, c'est dans votre livre, on ne se rend pas compte du mal causé par un simple nom. J'ai pas compris au départ. Bon, André Malraux, c'est quoi? C'est Hitler? Oui. Non, ce serait tellement plus beau d'être prof au lycée Nelson Mandela ou au lycée Stéphane Hessel. Comment peut-on prétendre parler de littérature ou de justice sociale quand on se place sous l'autorité d'un pilleur de tombeaux et d'un ministre de droite? Il n'y a rien à ajouter, presque tout le monde au pitié du chef. Alors, fabuleux. Ça n'est pas si caricatural que ça. Les personnages de Patrice Jean dans Rééducation nationale sont très finement étudiés. Il est professeur, monsieur Jean, il est professeur au lycée. Donc c'est cette remarque, alors déjà mettre sur le même plan la littérature et la justice sociale, mais c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Tout comme dans mon livre, j'explique qu'on a créé des chaires d'écologie à l'université qui sont des chaires de littérature écologiste. Donc c'est du lycénkisme, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la science rentre dans la politique. Littérature écologiste, c'est-à-dire on va prendre tous les adeptes de Greta Thunberg. C'est-à-dire qu'on va faire étudier aux élèves donc ça c'est des élèves d'université, on va leur faire étudier la littérature qui parle de la nature, etc. et étudier sous quel angle cette littérature peut être plus ou moins conforme à un message écologiste. Ça va très loin. C'est des élèves à qui on n'a jamais fait lire Victor Hugo, Maupassant, Flaubert et La Fontaine. Ils arrivent à l'université, on leur fait faire de la littérature écologiste. À quel moment la littérature doit-elle être quelque chose en iste? La littérature, elle doit être libre. C'est la littérature. Elle est là pour dévoiler la vérité, pour parfois appuyer un petit peu là où ça fait mal, mais enfin, c'est pas fait pour être politique. La littérature, pour ça, il y a les essais, la philosophie et la politique éventuellement. Et voilà. Et donc ce personnage de Rééducation nationale, alors déjà le titre est formidable. Ce personnage représente très bien un grand nombre de professeurs. Alors, je vais quand même modérer mes propos parce que je me fais régulièrement tacler, pour le dire crûment, par des collègues qui disent que je fais du prof bashing. Il reste un très grand nombre de professeurs qui résistent à ce genre de mode et qui font très bien leur travail. Non, mais on est bien d'accord. On vous laisse effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire ce travail? Mais c'est la moindre des choses. Moi, ce qui me frappe aussi, regardez l'écriture inclusive, par exemple. Qu'est-ce que l'écriture qui devient pratiquement obligatoire à l'école normale et dans certaines universités? Oui. Si vous ne présentez pas votre thèse dans l'écriture inclusive. Non, mais sur les sites de formation des enseignants, les sites officiels, qui sont des sites de l'éducation nationale, il y a un certain nombre de ces sites qui sont rédigés en écriture inclusive aujourd'hui. Donc on vous dit... Sur les sites officiels. Oui, je crois que je cite des exemples dans mon livre, mais ou dans un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps. Il y a, je crois que c'est le site de Lille, l'INSPE, ce qu'on appelle les INSPE, c'est les anciens... autrefois c'était les IUFM. Il y a une partie de ce site qui est rédigée en écriture inclusive. Toutes les nouvelles pages sont en écriture inclusive. Donc ça veut dire qu'on dit aux enseignants non, alors l'écriture inclusive c'est pas obligatoire à l'école. On leur dit pas que c'est interdit. C'est pas obligatoire à l'école. Il y a que monsieur Blanquer qui l'a fait interdire avec à mon avis une erreur d'appréciation. C'est parce que il dit qu'il interdit l'écriture inclusive, mais il s'exprime sans cesse, lui et les autres, en disant celles et ceux, les collégiennes, les collégiens, les lycéennes, les lycéens, mais de mon temps, je ne suis pas si vieille, je n'ai que 48 ans, quand on disait les lycéens, je me sentais concernée. J'étais lycéenne. Il me semble que le français, en français, le masculin est englobant, il a une valeur de neutre. Donc maintenant, on ne peut plus dire les lycéens. Pour parler à tout le monde, il faut dire les lycéennes et les lycéens, voilà, celles et ceux. Mais celles et ceux, et puis vous savez, c'est arrivé en Amérique. Vous savez, je cite toujours cet exemple parce qu'il est magnifique. Quand le Congrès américain, l'inauguration, la séance d'inauguration, tous les 4 ans après l'élection, il y a une prière. Parce qu'en Amérique, on dit des prières. Et la dernière, qui a eu la plus récente, c'est quelqu'un qui a dit Amen, et il a ajouté A woman. Mais quelle inculture en plus. C'est intéressant. Voilà, amen. C'est de l'araméen, je crois. Je vais dire, voilà. Mais c'est hallucinant parce que ce que vous dites de ce point de vue-là, c'est que quand même on essaye encore une fois d'introduire un corpus idéologique
politique, Oui. au sens le vrai du terme, Oui. pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ont envie. Où est l'esprit critique? Oui. Où est Et alors, l'esprit critique? comme je déplore cette idéologie de gauche qui infeste l'école, je suis cataloguée maîtresse de droite. On n'a pas le droit de n'être rien quand on On vous enseigne. a pas dit fasciste, Ah, réactionnaire, réac, etc. non, fasciste, Ouais. je crois pas. Honnêtement, je lis pas tout, mais fasciste, je ne crois pas. Hein, mais maîtresse réac, de droite, etc., ça oui. On n'a pas le droit. J'ai mes opinions politiques, mais il me semble que quand on arrive dans une école, on les laisse à la porte. Et on instruit les enfants, on leur Bien donne sûr. ce dont ils ont besoin pour se faire eux-mêmes leur opinion. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que le fait de ne pas être de gauche fait de moi une maîtresse de droite. Une proscrite, une proscrite. Oui. On va continuer à en J'espère parler que non. tout de suite après cette petite pause. Ouais, on va poursuivre cette conversation sur l'école avec Lisa Kamenirsi qui est notre invitée aujourd'hui et puis surtout avec vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 13h32 sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h avec Lisa Kamenirsi qui est notre invitée aujourd'hui. Elle vient nous voir pour son nouveau livre La Grande Garderie, c'est aux éditions Albin Michel. En fait, cette grande garderie que vous décrivez, Lisa Kamenersig, mais elle est formidable parce qu'elle protège. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les élèves, il y a Non, aussi bien les sûr. fonctionnaires. Bien sûr. Et les fonctionnaires, ils sont bien protégés. Et puis justement, vous parlez de la hiérarchie, il faut faire attention aussi. Et je dis pas, attention, il y a, comme vous avez dit très très bien, il y a des profs qui font, et beaucoup de profs, qui font formidablement leur boulot et avec conscience et avec... comme il faut faire dans l'instruction, et la pédagogie. Mais il y a aussi des gens qui pensent à leur carrière, à leur prime, à l'avancement, etc., etc. Et pour ça, parce qu'on a eu aussi des témoignages, et vous en parlez dans votre livre, les hiérarchies, les directeurs, quelquefois, quand vous commencez à dire qu'il y a tel ou tel élève qui va pas bien, je voudrais que vous racontiez l'histoire qui vous est arrivée à vous. Vous avez dit, allez, on calme le jeu, allez, non, il faut pas aller trop loin, etc. Racontez-nous. Celle des racketteurs ? Oui. Oui, alors j'ai surpris, c'était en dehors des heures de classe, donc c'était pendant l'étude, ce qu'on appelle l'étude le soir. On est venu me chercher parce que 2 élèves piquaient le goûter d'un 3e. Et en gros, j'ai pris les 2 contrevenants dans ma classe et je leur ai expliqué que ça s'appelait du racket. Il était en train de lui piquer son Voilà, il était en train de lui prendre son yop, et je sais plus ce qu'il avait, un petit gâteau, enfin bref. Alors l'enfant en question m'a expliqué que c'était pas la première fois que ça lui arrivait, que c'était toujours les 2 mêmes qui lui tombaient dessus et qui lui piquaient son goûter. Donc je les prends dans ma classe, en dehors. Quel âge à peu près C'est des CM2, donc ils ont 10 ans. D'accord. Voilà, et donc je leur explique que ça s'appelle du racket en bon français, de l'extorsion de biens sous l'emprise de la violence, je sais plus comment on dit, et que donc pour le lendemain, non seulement ils vont restituer le goûter, mais en plus ils vont copier l'article du code pénal qui parle de ça. Le lendemain matin, j'ai un de ces élèves qui arrive avec sa punition toute faite, bien, avec un il mot. a copié l'article du code pénal. Il a copié l'article du code pénal, les parents se sont excusés, étaient très gênés de l'attitude de leur fils, etc. Et le deuxième avait un mot des parents qui me demandait une entrevue le soir. La punition n'était pas faite. Donc j'ai reçu les parents le soir qui m'ont expliqué que je ne pouvais pas qualifier de racket l'attitude de leur fils, le comportement de leur fils, parce que en gros c'était ça qui allait le cataloguer dans le clan des enfants violents et que à cause de moi il n'en sortirait plus jamais. Donc en gros il fallait pas que j'appelle un chat puisque c'était ça le problème et c'était pas l'attitude de leur fils. Le problème c'était la qualification que j'en avais faite. Voilà, donc bon, alors cette histoire finalement, moi j'ai dit à ces parents-là que je leur souhaitais bien du plaisir avec ce petit garçon, puisque moi c'était en fin d'année, donc j'allais le supporter encore pendant 2 semaines, mais que eux ils en auraient encore pour 10 ans sans doute au minimum. Et j'avais demandé l'exclusion temporaire de ces 2 élèves, l'exclusion de 3 jours qui m'a été refusée par le directeur de l'époque au motif que si on faisait ça, il allait falloir s'expliquer avec l'inspecteur, qui va les demander pourquoi on avait exclu ces enfants. Et moi, j'étais tout à fait capable d'expliquer à un inspecteur pourquoi j'avais demandé l'exclusion. Mais ça veut dire que le directeur n'a pas le droit d'exclure, lui, s'il n'a pas l'accord de l'inspecteur. J'imagine que quand il demande l'exclusion, il doit envoyer une note à l'inspecteur, au rectorat, pour expliquer qu'il a exclu 1 ou 2 élèves, expliquer quels sont les motifs de l'exclusion, et que ça peut donner, ça peut donner suite à ça peut donner une inspection dans la foulée. Bien sûr, et donc, bien sûr. Ces élèves n'ont pas été exclus, l'un des 2 n'a pas fait sa punition. Et moi, ce que je dis, parce qu'on déplore souvent que l'école, que les élèves ne respectent plus les enseignants et qu'il soit difficile d'avoir de l'autorité sur les élèves. Mais moi, il me semble que l'autorité, c'est une question d'exemple.
qu'il suffit pas de décréter qu'on est le chef pour être le chef, qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être exemplaire. Si soi-même on se comporte de manière, comment dire, en ne respectant pas les règlements et en ne se faisant pas respecter, on peut pas exiger le respect. Et c'est ce qui se passe. Alors, et pourtant, c'était dans un beau quartier, avec des élèves qui sont dans des familles où papa et maman s'occupent d'eux, etc. Oui. On n'est pas un quartier prioritaire. Voilà. On n'est pas dans une zone d'éducation prioritaire. On n'est pas avec des enfants en difficulté, etc. Là, c'est vraiment un exemple avec des élèves, on va dire lambda. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est un portrait de la nation. Des parents qui s'excusaient, qui disaient oui, c'est pas bien ce que mon fils a fait. Oui. Et puis d'autres qui disaient mais comment vous êtes en train d'enfoncer mon fils, qu'est-ce que vous faites, etc. Vous le stigmatisez. Et alors, est-ce que encore une fois, il n'est pas question de généraliser, mais vous parlez aussi d'une inspectrice que vous avez eue pour une autre affaire. Alors j'en ai eu plusieurs des inspectrices, donc je ne sais pas de quelle affaire vous parlez. Alors écoutez, je parle d'une affaire où il dit oui, vous êtes allé un peu trop loin, il faudrait que je la retrouve. Avec la littérature ? C'est ça. Ah oui, parce que j'avais étudié avec une classe, là j'étais encore stagiaire à l'époque, j'avais étudié avec une classe un épisode mythologique que vous connaissez sans doute, qui est l'épisode de Thésée et du Minotaure. Que les enfants adorent. En général, la mythologie, ça marche dans des classes qui n'aiment pas lire. Il faut proposer de la mythologie, ça marche à tous les coups. Bien sûr. Bref, je fais avec eux plusieurs séances sur Thésée et le Minotaure. L'histoire de Thésée et le Minotaure. Je leur fais lire l'histoire, on en discute, on fait le portrait des personnages. C'est une histoire qui est palpitante, c'est une épopée. Et là, on me dit, donc l'inspectrice vient me voir et me dit que quand même, poser, je crois que c'était 8 questions sur Thésée et le Minotaure, c'est quand même aller beaucoup trop loin, que elle a bien vu que l'élève du fond ne suivait pas. Alors l'élève du fond, de toute façon, pardon, mais il suivait pas grand-chose depuis le début. Avec moi ou avec une autre enseignante, c'était la même chose. Et moi, je ne peux pas faire court que pour l'élève du fond, il y en a quand même, 26 ou 30 autres qui ont besoin d'être nourris. Et voilà, je me suis fait, critiquer sur le choix du texte qui était soi-disant trop complexe et sur la quantité de questions que je leur posais, alors qu'il y a évidemment, on m'a dit que dans la littérature contemporaine, jeunesse, il y avait tellement de beaux textes à étudier avec mes élèves. Je cherche encore, honnêtement, quand on voit ce qui est proposé aux enfants dans les programmes de l'éducation nationale, parce qu'il y a une liste proposée aux enseignants. Alors il y a plus Molière, il y a plus Baudelaire, il y a quoi? Alors il y a Sans culotte et sans papier. Touche pas à Charlie, qui est une histoire de SDF. Il y a, je caricature un peu, il y a des choses qui sont moins graves, mais Drôle de samedi soir, où le petit garçon se réjouit quand ses parents sortent le soir parce qu'il peut fumer des cigarettes, il a 10 ans. Il y a beaucoup de textes féministes, avec on remplace toujours les héros par des héroïnes maintenant. C'est vraiment, il y a très peu de classes où il n'y a pas dans l'année au moins une héroïne, vous savez, ces héroïnes de la vie quotidienne. Alors, pareil, en sciences, il faut absolument mettre en valeur les femmes, mais moi je veux bien si... Vous n'êtes pas contre les femmes, enfin pourquoi? Ah non, pas du tout. Moi je suis pour l'égalité des hommes et des femmes. Je peux dire que je suis féministe, je travaille, je suis libre, je sors quand je veux, je rentre quand je veux, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Mais je pense que le meilleur service à rendre aux femmes, c'est de les instruire comme les garçons et de ne pas leur faire croire qu'elles vont obtenir des choses parce qu'elles sont des femmes. Il faut être la meilleure et c'est tout. Mais alors, de ce point de vue-là, c'est intéressant par rapport... Vous avez été critique dans votre livre, vous êtes très critique avec Harry Potter, hein? Oui, alors c'est pas Harry Potter. En l'occurrence, j'aime bien je sais pas comment dire, l'écrivaine, je sais plus comment je dois dire. J.K. Rowling. Oui, parce que elle s'est fait incendier par les woke de son pays. Elle a dit qu'un homme était un homme et une femme une femme, ce qui est terrifiant. Non, j'ai rien contre Harry Potter qu'on lit à la maison. Alors vraiment, de toute façon, je suis pas là pour vérifier ce que les gens font quand ils sont chez eux. Moi, j'ai des élèves 6 heures par jour. Ce que je dis, c'est que il y a des textes sublimes dans la littérature française, qui ne sont pas des textes traduits, qui sont des textes de notre patrimoine classique, qui sont des textes qui emportent les enfants avec eux. Chaque année, moi, je fais lire à mes élèves un petit passage des Misérables. Vous savez, le passage où Cosette rencontre Jean Valjean au puits, et puis elle le ramène chez les Thénardier, il voit les conditions dans lesquelles elle vit. Il y a les Éponine et Azelma qui sont couvertes de cadeaux, mais Cosette a rien du tout, et finalement, il lui achète une poupée, il l'emmène avec lui. Cet épisode est archétypique de ce livre-là. J'ai tous les ans entre 5 et 10 élèves qui viennent me demander de lire la suite tout seul.
Et je me dis que je fais ce métier pour ça. Bien Parce sûr. que si un élève de 10 ans me réclame Les Misérables, me dit je voudrais lire C'est un L'homme très qui beau rit. signe. Ouais, Voilà, ouais, c'est ouais, pas ouais. évidemment leur faire lire Harry Potter, c'est facile. Je suis pas cher payé, mais je crois que je serais encore trop cher payé si j'étais payé pour leur faire lire ce que de toute façon ils lisent à la Ils maison le sans lisent moi. à la maison. Bah oui, c'est facile. Alors C'est évidemment, pour ça qu'il vaut mieux leur apporter Victor Hugo. On est bien d'accord. pour les enseignants, c'est confortable Harry Potter. C'est vrai. Je crois, Esteban, Ouais. que nous avons. Ça fait Des réagir auditeurs. au standard puisque nous avons Mireille qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, moi, deux points qui m'ont fait réagir quand j'ai écouté madame expliquer un petit peu son fonctionnement. Ouais. Donc, vous dites, madame, que dans l'école, il y a de la politique, si j'ai bien compris vos propos. De l'idéologie, oui, bah, si vous voulez. Ouais. Voilà. Alors, Voilà. moi, je suis de notre temps, 70 ans. Dans les années 60, le matin, on arrivait debout, droit au bureau, pantoufles aux pieds. La sentence, il fallait la lire 3 fois. On chantait la Marseillaise Ouais. tous les matins. Et à 5 heures le soir en partant, on chantait le chant des partisans. Ah ouais. Quand même. Voilà. Ouais. Donc, j'en suis pas morte. Ah ben non, mais Mes camarades de classe de l'époque non plus. Donc, on a été une génération où l'éducation était très stricte. Par contre, là où je vous rejoins, c'est sur les fondamentaux. Les fondamentaux, en effet, manquent cruellement. Moi, j'ai enseigné à des adultes, donc j'ai vu des jeunes adultes, enfin des adultes, et j'ai vu, même avec des gens à niveau maîtrise, qui ne savaient pas faire la division sans calculette ou multiplier, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse carence à ce niveau-là. Revenir aux vrais fondamentaux, donc les bases, mais on va nous répondre, et en effet c'est un constat, nous sommes au 21e siècle, nous avons toute cette intelligence artificielle qui déboule, il y a Google, vous tapez une question, on vous répond, c'est vrai, c'est faux, mais on vous répond. Donc à quoi bon aller chercher le renseignement ? Donc l'idéologie, je pense pas qu'elle y soit à l'école, j'ai des petits-enfants, je parle beaucoup avec eux. Je ne pense pas que ce soit aussi marqué que ce que vous le dites, par rapport à mon époque du moins. Vous voyez, je fais le parallèle. Ensuite, vous avez souligné le fait que vous ne compreniez pas qu'on développe l'empathie à l'école. Mais écoutez, madame, vous écoutez Sud Radio comme moi certainement tous les jours. Vous lisez la presse probablement. Et qu'est-ce qu'on entend ? Irrespect, incivisme, etc., etc. Donc à un moment donné, ben oui, il faut remettre un petit peu de l'empathie quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, non, mais on va vous. C'est très bien. Non, mais c'est très bien, Mireille. Lisa Kamen-Hirsi va vous répondre. alors, sur l'empathie, je ne dis pas qu'il ne faut pas être empathique et développer l'empathie des enfants. Je dis qu'il ne faut pas que je ne vois pas l'utilité de séances et de cours d'empathie. Mais l'empathie, ça peut se développer de 1000 façons à l'école. Je pense au respect qu'on se doit les uns aux autres, à la façon dont on éduque les enfants par les petits gestes quotidiens, etc. Je pense aussi que la littérature, par exemple, est une façon de vivre d'autres vies que la sienne. Et que l'empathie peut passer par là aussi. Quand on lit justement l'histoire de Cosette, c'est une histoire empathique. On ne peut pas ne pas être ému par l'histoire de cette petite fille. Je pense que prendre du temps aux enfants pour faire 1 heure d'empathie par semaine, j'espère que ce ne sera pas 1 heure par jour, je pense que c'est leur voler du temps. Je pense que plus on en fera, et voilà, je pense aussi que plus on en fera, moins ça marchera, parce que ils sont pas stupides, les enfants. Ils voient qu'on leur vole du temps. Ils voient qu'on les dépossède de l'héritage auquel ils ont droit. Ils savent qu'ils sont à l'école pour être instruits et pas pour qu'on leur serine des tu dois être gentil écoutez, avec ton madame, camarade. Pardon, j'ai pas fini. J'ai été à l'école, j'ai fait des études supérieures, je suis ingénieure pédagogique, j'ai fait psycho et sociologie. Donc je crois qu'un petit peu, j'ai un regard sciences de l'éducation là-dessus, mais vous ne devez pas être dans ce schéma-là. Il me semble qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous évoluons,
Elle me satisfait pas, loin de là. Mais c'est un constat. Donc, dans la société dans laquelle nous évoluons, quand on voit tout ce décharnement de violence, de propos injurieux, même au sein de l'Assemblée. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'empathie à l'école. Mais justement, c'est toute la société, madame. Pas aux enfants, si on n'apprend non, pas mais aux attendez, enfants. Mireille, est-ce que je peux vous j'interviens. Non, mais on voit très très bien. Mais je crois que le problème, c'est que, excusez-moi, si dans la famille on leur apprend pas des choses, c'est pas l'école qui va remplacer la famille, Mireille. Vous le savez très bien. Je ne dis pas ça. Non, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais petite, 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc., petite école, les différentes maîtresses dont je suis capable de dire encore les noms, tellement elles ont marqué ma vie, et Dieu merci. Donc, à cette époque-là, si je reprends les termes de madame, on nous prenait du temps pour nous faire chanter la Marseillaise tous les matins, lire la sentence 3 fois. Chanter... Mais non, mais c'était une autre forme. Mais si vous voulez, c'était 1 heure de moins en tout sur le programme journalier. Mais la Marseillaise, c'est de l'histoire. Pardon ? La Marseillaise, c'est aussi de l'histoire, madame. Oui. Non, c'est notre histoire, c'est notre hymne national. Je n'ai rien contre la Marseillaise. Non, mais je crois que vous n'êtes pas. Non, mais je crois que vous n'êtes pas en désaccord. Non. Le problème, Mireille, c'est qu'on n'est plus, et je ne dis pas que c'est pas bien, on n'est plus dans la même époque. Et dans la on n'est plus dans la même époque. Voilà. C'est ce que je dis. Et donc, il faut développer quand même le respect, l'empathie, s'accepter les uns les autres avec nos différences. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un lieu. Je ne dis pas que l'institut, enfin, moi je dis instituteur, institutrice, maîtresse d'école, le professeur d'école, le pédagogue, l'accompagnant. Celui qui a cette responsabilité de donner un savoir, de transmettre une envie, de transmettre des connaissances, ça c'est formidable comme boulot, c'est susciter des vocations, etc. Mais je crois qu'aussi, à un moment donné, quand on sait pertinemment que dans nombre de familles, malheureusement, ces enfants n'ont pas cet accès à la non-violence. À un moment donné, il faut qu'il y ait un relais. Je comprends. Écoutez, pour moi, l'empathie est important. Ça se complète. En fait, ce que dit Mireille, c'est qu'elle pense que, eu égard à ce qui s'est transformé dans les familles, etc., il y a un enseignement à faire du civisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, appelons pas ça bienveillance ou empathie. Mais il y a de l'éducation civique à l'école. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est l'éducation. Mais ça, j'ai aucun civique. problème avec ça. Voilà, je crois que c'est ça. On a qui d'autre ? On continue de prendre vos appels au standard 0826 300 300. On marque une courte pause sur Sud Radio. À tout de suite, retour sur Sud Radio. On était ensemble jusqu'à 14h. Nous sommes toujours avec Lisa Kamenier-Sig, professeure des écoles et auteur de ce livre, La Grande Garderie, aux éditions Albert Michel. Et puis nous sommes avec Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour André Bercoff, bonjour madame, bonjour messieurs. Oui, donc j'ai 73 ans, j'ai été président d'une association de parents d'élèves représentant l'une des 2 plus grosses associations de parents d'élèves de France, des années 98 jusqu'en 2005, et je rappelle que j'avais été coopté. J'avais jamais demandé à être président. D'accord. Et j'ai été coopté lors d'une assemblée en début d'année, parce qu'il fallait élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Voilà, bon, donc c'est... Parlons du fond, cher Guy. Le fond est le suivant. C'est que moi, je suis resté sur des façons d'agir, d'instruction qui sont très pertinents. Le respect de l'autre. On reste pas dans du civisme, par exemple. Donc on a été obligé, avec un secrétaire général, d'intervenir à l'encontre de grands frères qui se permettaient d'agir à l'encontre du professeur, qui leur faisait des menaces parce que le petit frère avait été puni. Donc nous, on montait au créneau. On disait, c'est très simple, l'éducation nationale va peut-être vous attaquer si vous attaquez ce professeur, mais nous porterons partie civile. Ouais. Et ça secouait. Ça, c'était voilà. Donc il faut une prise de conscience, et surtout on s'était rendu compte que les familles n'avaient plus de relations bien souvent avec leurs enfants. Ça, c'était très grave. On voyait la déliquescence de la famille. Bien souvent, des familles monoparentales. Beaucoup de familles monoparentales. Et puis surtout, d'origines totalement différentes des origines que j'avais connues moi, quand j'étais enfant, quand j'étais dans le primaire, voire même dans le secondaire. Ça, c'était un très gros problème. La compréhension, l'éducation n'est pas la même au-delà de la Méditerranée et par rapport à notre pays.
Voilà. Absolument. D'accord. C'est très 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 dur. Oui, c'est Guy, c'est-à-dire ça. En fait, c'est une réalité sociologique qui est là et que Guy Oui. expose, c'est vrai. Ah oui, ça, Non, mais bon. ça, on ne pourra pas, si les parents ne font pas leur Leur boulot, boulot. Alors- leur travail, vous aurez beau faire ce qu'il faut, madame, vous ne ferez que peut-être compenser quelque peu, Sur ce mais point, la nature a horreur du vide, donc ce sera, D'accord. les parents C'est très ne juste faisant ce que vous rien, dites. ce sera détruit. c'est Ok, très juste ce que Lisa vous dites. Et Rebouet sur ce répond. point très précis, Ouais. si mon livre s'appelle La Grande Garderie, c'est aussi parce que le monopole de l'éducation nationale a dépossédé et dépossède tous les jours les parents de leur Oui. choix d'établissement. C'est-à-dire que, en gros, on prend un môme à 3 ans dans sa famille, on le rend à 16 ans à sa famille, il passe 26 à 30 heures par semaine à l'école, et par, on va dire, le monopole financier, puisque quand vous payez vos impôts, ces impôts sont redonnés à une école publique ou à une école Oui. privée sous contrat, puisque les enseignants des écoles privées sous contrat sont payés par l'État. Finalement, les gens ne peuvent plus choisir. Si l'école de leurs enfants ne leur convient pas, qu'est-ce qu'ils ont comme choix ? Ils ont comme choix de l'envoyer dans une école privée hors contrat, qui coûte beaucoup plus cher, puisque les salaires des enseignants n'y sont pas payés par l'État. Donc il y a très peu de familles qui peuvent se permettre ce genre de choses. C'est pour ça que je plaide, je ne suis pas la seule, pour un système de financement différent, qui serait un système basé sur la restitution de l'argent public aux gens qui ont des enfants, qui pourraient choisir, avec un système de chèque éducation par exemple, ou de compte épargne éducation, l'établissement dans lequel ils peuvent mettre leurs enfants. Ce qui fait qu'ils seraient non seulement libres du choix de l'école, mais en plus responsable du choix de l'école. Et donc, il ne pourrait plus dire c'est l'école qui ne les éduque pas, c'est l'école qui ne fait pas son boulot, C'est sûr. etc. En tout cas, c'est une proposition absolument à lancer, qu'on reprendra Ah oui. et avec vous. Merci Lisa Kamenersig, parce que effectivement, lisez ce livre, il pointe très 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 bien les défauts de la cuirasse. Et il y en a des défauts. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, La Grande Garderie aux éditions Albert Michel. C'est disponible en librairie tout de suite.